Bel bonsoir à toutes et à tous. L'actualité de ce mardi démarre en France, au Palais de l'Élysée. Pour être précis, le chef de l'État ivoirien reçu par son homologue français. La coopération au centre de la rencontre. Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont évoqué les liens forts qui lient la France et la Côte d'Ivoire. Le tête-à-tête vise également à booster les échanges commerciaux. La directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire était à la primature. Avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé, il a été question de coopération. À ce jour, l'institution déploie sur toute l'étendue du territoire un portefeuille de 36 projets pour une enveloppe de 7,3 milliards de dollars, près de 5 000 milliards de francs CFA. Encore un peu de temps et les usagers pourront circuler sur le 4e pont d'Abidjan. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier annonce l'ouverture à la circulation avant la fin du mois de décembre. Amédée Kofi Kwaku a visité le chantier ce mardi. Cette ouverture va favoriser le trafic entre les communes de Yopougon, Atikoubé, Adjamé et Plateau. Mais tout d'abord, voyons les images du retour du président de la République. Après une mission qu'il a conduite en Arabie Saoudite, en Allemagne et en France, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan ce mardi soir. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président Timoko Mélié Koné, le Premier ministre Robert Begré-Mambé et des membres du gouvernement. Pour rappel, le président de la République était en Arabie Saoudite pour le premier sommet Afrique-Arabie Saoudite, en Allemagne pour la 5e conférence au sommet du Compact avec l'Afrique. En France, il s'est donc entretenu avec son homologue français, Emmanuel Macron. Je le disais, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron se sont entretenus ce mardi au Palais de l'Élysée. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux chefs d'État d'échanger sur les voies et moyens de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France au regard des grands défis mondiaux du moment. Ils ont également évoqué la nécessité d'accroître les échanges commerciaux et les investissements en Côte d'Ivoire. Retour sur le sommet de Berlin et la prise de parole du chef de l'État à un panel. Alassane Ouattara a saisi l'occasion pour parler des atouts de la Côte d'Ivoire avant d'inviter les opérateurs économiques allemands à investir dans notre pays. On voit cela avec Jérôme Kofi Abola. Un sommet, le 4e du G20 sur l'investissement à l'occasion de la 5e édition de la conférence de haut niveau du Compact avec l'Afrique du G20. Il est accueilli ce lundi 20 novembre 2023 par Berlin, la capitale de la République fédérale d'Allemagne. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, y a pris part. En sa qualité de hôte de la rencontre, le chancelier de la République fédérale d'Allemagne, Olaf Scholz, a souligné la nécessité d'accroître et de renforcer les investissements privés dans le but de maintenir le rythme de croissance et accélérer par la création d'emplois la transformation du continent africain. Même son de cloche pour le président des Comores, Assoumani Azali. En tant que président en exercice de l'Union africaine, il a évoqué les défis à relever, avec notamment la mobilisation des ressources pour le financement des économies africaines. Pour sa part, le président ivoirien Alassane Ouattara, intervenant à l'occasion d'un panel sur le rôle du secteur privé allemand, a salué l'initiative Compact avec l'Afrique du G20, tout en mettant l'accent sur les investissements privés allemands en faveur de la Côte d'Ivoire. Je voudrais indiquer que nous avons des relations très fortes avec l'Allemagne et la République fédérale. Et nous sommes heureux, surtout parlant au secteur privé ici, de constater que le nombre d'entreprises allemandes en Côte d'Ivoire a quasiment triplé en 5 ans. Je me réjouis de présenter les atouts de mon pays et de dire que la Côte d'Ivoire est un petit pays de 30 millions d'habitants, mais qui est marqué par sa stabilité. Et nous avons également la paix et la sécurité. Bon, dans ce monde où la question sécuritaire est difficile, je crois que c'est un environnement où les investisseurs peuvent se sentir totalement en sécurité. Le pays est en paix. Et dire que c'est un pays aussi qui respecte les droits des personnes, les droits des entreprises,
Et ceci est très important pour les investisseurs privés. Nous avons été félicités par les investisseurs en ce qui concerne la notation de notre pays, qui montre que c'est l'un des rares pays. Je crois que maintenant, avec le Maroc, qui a une notation positive au niveau des marchés internationaux, ceci s'explique par le cadre macroéconomique qui a été stable, une très bonne performance, un taux de croissance d'environ 7% par an depuis 2012, avec des investissements sociaux importants, notamment dans le domaine de l'énergie. Le domaine de l'énergie, parce qu'évidemment, les industries ont besoin d'énergie, pas seulement les consommateurs, les citoyens. À donner un exemple, nous avions un taux de production d'électricité de 40% en 2011. Aujourd'hui, nous sommes quasiment à 98%. Tous les villages de plus de 500 habitants ont de l'électricité. En matière d'eau potable aussi, nous avons fait des progrès considérables et nous continuons, mais c'est un secteur où je voudrais encourager les entreprises allemandes à venir investir dans ce secteur, surtout connaissant la qualité et la réputation des entreprises allemandes dans ces deux secteurs, que ce soit l'eau ou l'électricité. Parce que je tiens beaucoup à une économie non seulement libérale, mais diversifiée. Et nous avons besoin, dans ces deux secteurs, d'une ouverture à de nombreuses entreprises. Et je pense que les entreprises allemandes peuvent avoir une bonne opportunité. Par ailleurs, quant aux deux sections de travail de la 5e conférence de haut niveau du Compact avec l'Afrique du G20 sur le renforcement de la coopération économique, entre autres, elles ont permis au président Alassane Ouattara ainsi que ses pairs de réitérer leur appel pour les investissements privés massifs en faveur du continent africain. Enfin, une autre rencontre à laquelle le président de la République, Alassane Ouattara, a été invité. C'est le déjeuner de travail offert par le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier. C'est le palais Bellevue qui a servi de cadre à cette rencontre. Et en marge du sommet de Berlin, le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, et la ministre allemande de la Coopération et du Développement ont procédé à la signature du nouvel accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Dénommé Partenariat pour le climat et le développement, ce nouvel accord de partenariat de montant de 360,7 milliards de francs CFA fait de la lutte contre le changement climatique le principal centre d'intérêt de la coopération bilatérale avec l'Allemagne. Retour en Côte d'Ivoire, la directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire était à la primature. Avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé, il a été question de coopération. À ce jour, l'institution déploie sur toute l'étendue du territoire un portefeuille de 36 projets pour une enveloppe de près de 5 000 milliards de francs CFA. Alexis Bouitraogo. Pour la mise en œuvre de sa politique de développement, la Côte d'Ivoire a fait de la Banque mondiale un partenaire clé. L'institution accompagne à ce jour le pays sur 36 projets importants pour une enveloppe de 7,3 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire, à travers la volonté manifestée par le chef de l'État, le président de la République et les vice-présidents, voudrait, avec vous, développer les meilleurs rapports possibles de proximité pour que nous réussissions à augmenter le volume de projets en augmentant les taux de décaissement et en regardant avec vous les éléments sur lesquels nous devons nous appuyer pour modifier l'évolution de ces projets. L'objet de cette rencontre, c'est de faire le point justement de tous ces projets et envisager ensemble les pistes par lesquelles vous et nous allons améliorer le partenariat. Ce mardi à la primature, la directrice des opérations de la banque est venue exprimer au Premier ministre Robert Begré-Mambé sa vision de renforcer ce partenariat. La Côte d'Ivoire est un partenaire de choix pour la Banque mondiale. Nous avons un des plus gros programmes dans la région qui se chiffre à
7,3 milliards de dollars. Et donc, c'était important qu'on puisse prendre le point. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir accélérer ce programme, pour qu'on puisse réaliser les résultats sur le terrain. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de choses à célébrer. J'ai eu le temps de visiter le Nord. J'ai été à Korogo, j'ai été à Yamoussoukro. J'ai pu voir le travail que le gouvernement est en train de faire dans les domaines de la santé, dans les domaines de la protection sociale, dans les domaines des routes, dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans les secteurs productifs comme la Nacarde, par exemple, à Yamoussoukro. Je pense qu'on a eu une très, très bonne discussion avec son Excellence et je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de doute qu'on va faire encore mieux et que vous-même, vous allez le sentir. La banque reste convaincue de l'impact des succès de la Côte d'Ivoire sur toute la sous-région. La présidentielle 2025, on y pense déjà au RHDP, nous sommes en politique. Le parti des oufouettistes vient de clôturer un séminaire de formation à l'endroit des militants. Le RHDP veut maintenir sa bonne santé dans l'univers politique en Côte d'Ivoire. Éric Ogori. Considérant l'excellent leadership politique de son Excellence, M. Alassane Ouattara, à la base de la stabilité, la paix sociale, le développement économique sans précédent de notre pays. Une motion de soutien au président Alassane Ouattara, président du RHDP, au terme des 3 jours de travaux. Un succès, selon les organisateurs, au regard de la mobilisation des militants issus de toutes les entités du parti. La présidente du séminaire, la ministre d'État, Anne Désiré Ouloto, se réjouit. Avec une participation exceptionnelle. Atelier 1, bilan des élections locales et sénatoriales de septembre 2023. 126 participants sur 126 attendus, soit un taux de 100% de participation. 2025 n'est plus loin et les oufouettistes en sont conscients. Ils se préparent déjà pour affronter la présidentielle. Vous demandez que chacun de nous est là où il est grâce au parti. Pendant ces 3 jours de travaux, nous avons fait preuve d'un engagement politique enthousiaste en prenant le temps de réfléchir, d'analyser et d'évaluer nos succès, mais également nos échecs. Gilbert Koné-Kafana, président du directoire du Rassemblement des oufouettistes, est constant et réaffirme la vision du parti. Nous devons constamment garder en vue qu'il en est de la vie des partis politiques comme de celle des hommes. Ils sont jugés sur leur bilan, mais aussi sur leur capacité à se projeter dans l'avenir. C'est pourquoi Martin Luther King nous rappelle à juste titre, au nom de ses riches citations inspirant la vie des sociétés contemporaines, que la mesure ultime d'un homme n'est pas où il se situe dans les moments de confort, mais où il se situe dans les moments de challenge. Ces 3 jours de formation ont permis aux participants de faire un diagnostic profond de cette formation politique afin d'être plus performante pour les batailles futures. 7 projets de loi adoptés à l'Assemblée nationale. Au nombre des textes examinés, le budget 2024 de l'État chiffré à plus de 13 720 milliards de francs CFA. Konaté Moussa. La gestion des ordures, le traitement des déchets, l'assainissement du cadre de vie. Les initiatives de l'État dans la lutte contre l'insalubrité vont se renforcer avec le projet de loi portant code de l'hygiène et de la salubrité. Il y a beaucoup d'innovations qui font qu'aujourd'hui, après la phase de sensibilisation, puisque nous avons 1 an pour faire la sensibilisation, pour que les gens... Mais après cette phase-là, la mise en œuvre va être effective avec les différentes brigades de salubrité et des brigades d'hygiène qui vont être créées dans les différents ministères. La phase active, pratique va se mettre en place
pour que les Ivoiriens comprennent que la question de la salubrité et de l'hygiène est une question de leur vie quotidienne. La saleté ne fait de bien à personne. Le texte est adopté en plénière par les députés, ainsi que le projet de loi portant code de l'eau et de l'environnement qui apporte un meilleur encadrement dans la protection de l'environnement. Les députés donnent aussi leur accord pour les projets de loi portant statut général de la fonction publique et du statut du corps diplomatique. C'est une avancée notable pour nous parce que nous estimons qu'un diplomate qui est affecté à l'extérieur du pays et qui a son conjoint ou sa conjointe qui occupe un poste quelque part et qui doit partir aux côtés de l'autre, a besoin d'être accompagné parce que quelque part c'est laisser de côté ses activités et partir. Et je pense que c'est vraiment une innovation parce que ce qui se passe, c'est que les conjoints de ces diplomates sont désormais, à travers ce projet de loi que nous venons de voter, pris en compte. Même s'ils sont fonctionnaires également, leur statut ne change pas, même s'ils sont mis à disposition. Ils pourraient même être reversés, j'ai envie de dire redirigés vers une fonction en fonction de leur grade au niveau du corps diplomatique pour leur permettre d'être toujours en activité. Donc l'idée ici, c'était de préserver non seulement la vie de la famille, mais également préserver l'emploi du conjoint qui doit suivre l'autre dans l'exercice de sa fonction. Vous savez qu'il y a des tests qui régissent la fonction publique depuis belle lurette. Il fallait adapter ces tests-là. Ce test permet vraiment de propulser le fonctionnaire au devant donc, de ses actions, de ses activités à mener. Il y a aussi le profil de carrière qui donc a été aussi redéfini. Et là, un élément important, le mandatement. Aujourd'hui, le fonctionnaire ne peut plus attendre 1 an ou 2 ans avant de toucher son premier salaire. Des dispositions sont prises pour qu'après peut-être 6 mois, et même bientôt peut-être 3 mois, il puisse même avoir son premier mandatement. Donc voici des points essentiels qui ont été apportés à ce test et qui ont amélioré donc ce test pour permettre donc aux fonctionnaires d'être un peu plus heureux. Au total, 7 projets de loi examinés et adoptés par les 220 députés présents à cette séance plénière, présidée par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Prenons une fois de plus la direction de la France. Je vous amène au Salon des maires. Les premiers magistrats de plusieurs communes en Côte d'Ivoire s'y sont rendus. Hamza Diaby. Le parc des expositions de Paris, porte de Versailles, grouille de monde depuis ce mardi matin. Pendant 72 heures, les maires de France et les présidents des intercommunalités échangeront entre eux et avec leur population sur les défis de leur ville autour d'un thème évocateur. Commune attaquée, République menacée. Voilà le thème de notre congrès. En fait, il dit clairement ce que nous vivons, ce que nous éprouvons au quotidien. Il dit tout de nos inquiétudes, mais aussi de nos espérances. Ces dernières années, ces attaques ont augmenté. La violence est intolérable. Elle est bien sûr incompatible avec les règles de la République, avec la sérénité dont nous avons besoin collectivement pour affronter toutes les crises qui se présentent à nous. Elle est bien sûr totalement incompatible avec l'intérêt général qui nous guide. Ce rendez-vous d'importance se présente comme une belle opportunité pour Adama Bictogo et l'ensemble des maires ivoiriens qui ont fait le déplacement de Paris. Nous avons besoin de participer de plus en plus à ce genre de sommet pour que les échanges d'expériences puissent nous aider, surtout que par nos positions, et là j'ai la chance d'être avec la présidente du Sénat, donc nous sommes présidents de 2 institutions qui portent les préoccupations non seulement des populations, mais des différentes communes. Mais en tant que maire ici, c'est donc une occasion de pouvoir vraiment repartir de ce congrès avec une visibilité, mais surtout avec des propositions. Des propositions parce que même si nous sommes des continents différents, les préoccupations sont les mêmes et la marche du développement est la même. Et nous avons les mêmes défis aussi en termes d'infrastructures, que ce soit des infrastructures scolaires, sanitaires, routières. Et puis nous avons un grand nombre, en ce qui nous concerne à Bobo, un grand nombre de familles vulnérables. Donc aujourd'hui, l'intérêt pour nous, c'est de savoir comment mobiliser les ressources pour faire face justement à tous ces défis et pour la prise en charge de ces familles vulnérables-là. Le sport occupe aussi une place de choix au cœur de ce 105e Salon des maires et des collectivités locales. Et comme vous le savez, la France est à la veille des JO, la Côte d'Ivoire est à la veille de la CAN.
Donc c'est dire que le sport prend toute sa place et nous avons pu donc découvrir des possibilités d'engager nos populations dans le sport sans investir énormément. Et nous avons pu identifier des infrastructures modestes mais adéquates, adaptées pour donc nos populations. Face à ces attaques des maires, l'AMF a lancé un appel à un rassemblement citoyen le 3 juillet dernier sur le perron des hôtels de ville alors qu'une vague d'émeutes traversait toute la France. La présente lecture de ce communiqué émanant de la CEI. Dans le cadre des préparatifs des élections municipales et régionales partielles du 2 décembre 2023, la Commission électorale indépendante invite les candidats tête de liste des circonscriptions concernées à une réunion d'information et d'échange le mercredi 22 novembre 2023 à 13h précises à son siège d'Abidjan Cocody de Plateau. Cette séance de travail sera suivie de la remise des documents électoraux, spécimens de bulletins, de vote et affiches. Une carte nationale d'identité sera exigée pour le retrait de ces documents. Les représentants des candidats tête de liste devront se munir en outre d'un mandat dûment signé. Au regard de l'importance du sujet, la présence effective des candidats tête de liste et de celle des représentants des partis ou groupements politiques qui parrainent des candidats est vivement souhaité. Le présent communiqué tient lieu d'invitation personnelle fait à Abidjan le 20 novembre 2023. Encore un peu de temps et les usagers pourront circuler sur le 4e pont d'Abidjan. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier annonce l'ouverture à la circulation avant la fin du mois de décembre. Amédée Kofi Kwaku a visité le chantier ce mardi. Mama Traoré nous en parle. Tous ces ouvrages-là, qui initialement n'étaient pas pour la canne, mais ça permet quand même de décongestionner la circulation. Une précision qui a son sens selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Quoiqu'il a pour mission d'ouvrir le 4e pont à la circulation afin de désengorger le trafic entre les communes de Yopougon, Atekoubé, Adjamé et Plateau pendant la Coupe d'Afrique des Nations, une exigence du Premier ministre Robert Begré-Mambé lors de sa visite de chantier le 2 novembre dernier. Si le pont principal au-dessus de la lagune Ébrié est achevé, le viaduc de franchissement d'Adjamé, lui, continue de pousser. Côté Atekoubé, Amédée Kwaku constate la sortie de terre de la station de péage. Reste des défis à relever au niveau de la traversée de Yopougon. Quand vous passez par le 2e pont de Yopougon, donc quand vous venez, vous allez croiser donc, la route qui vient donc du 4e pont. Donc là, les aménagements au sol vont se faire. Alors, entre l'ouvrage qui se retrouve sur la voie qui va au sapeur-pompier et la voie ici qui vient donc du 2e pont de Yopougon, M. le Premier ministre avait constaté qu'il y avait des problèmes de remblai au milieu. Nous sommes sur ce remblai, on va prendre toutes les dispositions pour que la route chaussée tout terminée avant le 15 décembre. Célérité certes, mais exigence sur la qualité des travaux. Vous voyez, malgré tout, nous sommes là, il pleut. Quand il pleut, normalement, on ne fait pas la route. Les engins sont à l'arrêt, mais chaque fois que les conditions deviennent favorables, nous continuons donc les travaux. Donc faites-nous confiance, les travaux seront de qualité. Taux d'avancement global du 4e pont à ce jour, 93%. Livraison prévue dans la 2e moitié du mois de décembre. Je vous donne lecture de cet autre communiqué. La coordination des syndicats du secteur de la santé, en dépit de l'existence de cadres d'échange ouverts depuis plusieurs semaines par leur ministère de tutelle et celui en charge de la fonction publique, a décidé d'observer un arrêt de travail dans tous les établissements publics sanitaires. Le constat fait ce mardi 21 novembre 2023 révèle que les fonctionnaires et agents de l'État du secteur de la santé, dans leur très grande majorité, étaient présents à leur poste de travail, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle félicitent l'ensemble de ces agents pour le respect de leur obligation d'assurer le service public et les invitent au respect du protocole d'accord portant trêve sociale. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle informent l'ensemble des fonctionnaires du secteur que le dialogue continue.
Par la même occasion, ils invitent les signataires de toutes les obligations syndicales à s'inscrire résolument dans une démarche responsable en privilégiant le dialogue comme seul mode de résolution et de prise en charge des préoccupations des fonctionnaires, conformément au protocole d'accord portant trêve sociale 2022-2027, fait à Abidjan le 21 novembre 2023. On en vient à notre focus sur la pêche artisanale à Grand Bérébi. C'est en lien avec la journée mondiale de la pêche artisanale à célébrer ce 21 novembre. Victorine Yaouyobui. Grand Bérébi, il est 7 heures, non loin de là où le Néro, un affluent du fleuve Cavali, se jette dans l'océan Atlantique. Des habitants de Boupé, village sur l'autre rive du Néro, commencent la traversée pour se rendre en ville à moins d'1 kilomètre de là. Quand on est à pied, la traversée se fait en pirogue. En voiture, il faut le bac. Un bac qui se laisse porter par le courant, aidé par la force de 4 bras. Un moyen de transport écologique qui nous prépare à voir une pêche qui respecte tout autant l'environnement. À Boupé, c'est la saison des écrevisses. Grâce aux derniers pêcheurs de la journée, les agents du ministère des Ressources animales et halieutiques font découvrir une technique traditionnelle de pêche aux crustacés. La pêche à la nasse en bambou. Une seule nasse retirée de l'eau et c'est plus d'1 kilogramme d'écrevisses qui s'offrent aux pêcheurs. La pêche, comment elle se fait? D'abord, il faut confectionner les nasses. On les met le long du fleuve. La part des écrevisses, c'est le coco sec. À défaut, tu peux prendre même le manioc. 2 jours après, tu vas faire la visite. Chacun peut avoir une centaine de nasses comme ça. Quelqu'un peut partir comme ça. En fonction de ces nasses, peut avoir au moins 30 kilos. 50 kilos. Arrosé à la fois par la mer et le Néro, Boupé est fier de sa biodiversité qu'il entend transmettre aux générations futures en pratiquant une pêche éco-responsable. En plus des écrevisses, nous avons du poisson. Les macharons, les silures, les carpes, poissons Cameroun qu'on ne trouvait pas chez nous. Souvent, on retrouve ça ici. C'est cette eau-là qui nous nourrit depuis nos ancêtres. Donc, on la préserve. L'orpaillage, ça n'existe pas chez nous ici. Les produits toxiques, on les éloigne, en tout cas, de cette eau-là. Si on les détruit demain, quel sera aussi l'avenir de nos enfants qui vont utiliser cette eau-là? De la pêche traditionnelle à Boupé à la pêche motorisée au point de débarquement de Grand Bérébi, nous avons affaire à des pêcheurs artisans qui travaillent à approvisionner les marchés de produits halieutiques frais. Depuis l'année 2022, nous avons eu environ 368 tonnes en poisson et puis 6,81 tonnes en crustacés. La particularité de Grand Bérébi, ce sont les espèces nobles, les méous, les coubines qu'on appelle communément les bars et puis les sosos, les ombrines. À peine sorties d'Épinasse, les prises du jour sont inspectées par les agents du poste de pêche de Grand Bérébi avant la mise en vente. Nous assistons au premier débarquement des produits halieutiques du petit Japon. Les agents procèdent à l'inspection. Tout se passe bien, voilà, avec le contrôle. Maintenant, le pêcheur va essayer d'envoyer le poisson sur le marché. Malheureusement, des clientes venues de Soubré risquent de retourner bredouilles. Elles n'ont pas trouvé les poissons recherchés. Quand on vient, on prend du brochet, soso, sol, en tout cas un peu de bons poissons. On est venu, on n'a rien eu même. Ça fait beaucoup une pète pour nous. Ces faits montrent le poids socio-économique de la pêche artisanale pour les populations. Toute chose qu'encourage la communauté nationale et internationale chaque 21 novembre, Journée mondiale des pêcheurs artisans et des travailleurs de la mer. 80 à 90% des produits de débarquement sont de la pêche artisanale. Ça donne l'importance de cette pêche et qu'il faut l'accompagner. Nous prévoyons sensibiliser sur les bonnes pratiques de pêche, les sensibiliser sur la nécessité pour eux de continuer à débarquer sur le site pour garantir la qualité des produits de pêche. En venant au débarcadère, ils contribuent à nous donner les statistiques de pêche
pour voir la tendance du secteur, mais en même temps, leur faire part de tous les services que offre le débarquement en tant qu'institution, structure de l'État. La COMAFAT, partant de son statut d'organisation intergouvernementale régionale spécialisée dans la promotion de la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, fait du développement durable de la pêche artisanale un axe majeur de sa stratégie. À cet effet, à travers toutes ces activités, elle incite les États à adhérer aux actions internationales qui visent à assurer la durabilité de la pêche artisanale. Il y a lieu aussi d'améliorer les conditions de sécurité et de sûreté des gens de mer et généraliser la couverture et la protection sociale et aussi faciliter l'accès aux moyens de financement aux artisans pêcheurs. En Côte d'Ivoire, la pêche artisanale, c'est plus de 60% de la production nationale en ressources halieutiques, estimée à environ 700 000 tonnes par an. La pêche artisanale génère au moins 100 000 emplois directs et 400 000 emplois indirects. Un secteur vital pour la sécurité alimentaire de la population ivoirienne. C'est pourquoi le gouvernement continue d'œuvrer à mettre en place des mécanismes pour rendre plus viable cette filière de la pêche artisanale en Côte d'Ivoire. On en vient maintenant à ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 novembre 2023, Madame Keke Loyo Christelle Flavie, institutrice en service à l'école primaire publique de Batongouin, localité située à 15 km de Mans, et son enfant âgé de 7 ans ont été brutalement arrachés à notre affection suite à un double assassinat. Aussitôt informé, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Maria Toukoné, a instruit le directeur régional de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de Mans à l'effet de se rendre sur les lieux et de prendre les dispositions nécessaires pour l'ouverture d'une enquête. La ministre s'est ensuite entretenue au téléphone avec les parents des défunts qui étaient en route pour Mans afin de leur traduire toute sa compassion et son soutien. Suite à la plainte portée auprès des autorités compétentes, le présumé auteur de ce crime a été interpellé et mis aux arrêts ce mardi 21 novembre 2023. Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation condamne avec la plus grande fermeté cet acte ignoble et assure l'opinion nationale et internationale que justice sera faite. Elle exprime par la même occasion sa compassion à l'ensemble des membres de la communauté éducative, en particulier aux instituteurs et institutrices déployés sur l'ensemble du territoire national. La RTI organise une rencontre d'échange à l'occasion du Salon international du contenu audiovisuel. La radiodiffusion télévision ivoirienne veut un marché de consommation de contenu produit localement. Connaît à Makadi, Jean-Marc Djadji. Plus d'une centaine d'experts de l'audiovisuel en réflexion sur la croissance de l'industrie audiovisuelle en Afrique à l'invitation du média du service public, la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI. Leur leitmotiv, révolutionner le marché local au travers de la hausse des consommateurs de films, d'émissions et autres productions audiovisuelles. La population africaine est estimée à plus d'1 milliard de personnes selon les Nations Unies. Au vu de ces chiffres, le marché africain enregistrera 13,72 millions d'abonnés africains au contenu audiovisuel à l'horizon 2027 et 700 millions d'abonnés aux smartphones en 2025, selon les spécialistes. Une opportunité pour les distributeurs et promoteurs de l'audiovisuel ivoirien et africain. Aujourd'hui, des gros acteurs qui vont arriver sur le marché africain et il faut que l'Afrique réponde rapidement en créant également ses propres maisons de distribution, de production et surtout ait le capital humain qu'il faut. Cette rencontre d'échange est l'une des attractions du Salon international du contenu audiovisuel SICA 2023. Elle consacre l'importance des enjeux liés aux perspectives économiques du secteur de l'audiovisuel. On parle de nécessité de formation, parce que ça aussi c'est une des clés du succès. La formation qualitative des jeunes Africains. On estime environ à peu près 160 millions de jeunes qu'il faut bien former, bien connecter au monde de la technologie pour accompagner cette industrie-là. Du financement était au cœur des débats, c'était connu.
La question évidemment de l'encadrement juridique institutionnel pour que ce secteur qui produit de la richesse, connaisse un vrai développement. La radiodiffusion-télévision ivoirienne s'engage avec les producteurs africains à promouvoir l'industrie audiovisuelle en tant que moteur de l'emploi à l'ère du numérique. Ce concept, Breakfast by Abidjan Film Summit de la RTI, est aussi la découverte de la Côte d'Ivoire comme hub de l'audiovisuel africain. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Mais avant, sachez que le président de la République a échangé ce mardi avec son homologue français au Palais de l'Élysée. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux chefs d'État d'échanger sur les voies et moyens de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France au regard des grands défis mondiaux du moment. Ils ont également évoqué la nécessité d'accroître les échanges commerciaux et les investissements en Côte d'Ivoire. Très belle nuit à vous tous, sous la protection du Très-Haut. Bonsoir.